dans les avantages de la monnaie nationale, vous oubliez quand même cet avantage qui est d'avoir une banque centrale nationale qui permettrait justement de créer de la monnaie pour financer l'État, etc. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'on pourrait sortir de l'application des TT sans quitter l'Union, sans quitter Maastricht, sans quitter l'euro? Mais la BCE et les autres États ne vous laisseraient pas faire. Comment est-ce qu'ils laisseraient faire un État avec sa banque centrale? Oui, euh, vous êtes au cœur d'une question centrale, c'est le cas de le dire. Alors oui, je dis qu'on peut reprendre le contrôle partiel de la politique monétaire, de la politique de crédit, sans sortir de l'euro. D'abord, il faut savoir que la banque au coin de votre rue, elle crée de la monnaie pour vous, pour une entreprise, simplement par des jeux d'écriture, quand elle vous autorise un découvert plus élevé que celui qui est autorisé, parce qu'elle vous fait confiance, que vous êtes fiable, etc. Elle crée de la monnaie ex nihilo, simplement par son pouvoir de banque et de création monétaire. Donc il faut bien comprendre, c'est ce que tout étudiant d'économie apprend en première semaine de première année d'économie, que les banques privées, ou en tout cas et comme publiques d'ailleurs, mais pour le service de l'économie privée, des consommateurs et des entreprises, n'arrêtent pas de créer de la monnaie pour financer les besoins privés. Donc pourquoi diable on ne pourrait pas recourir à la création monétaire également pour financer des biens publics et des besoins publics. C'est normal, ça participe du financement normal d'une société et d'une économie. Bien. Donc on peut le faire. Alors on peut le faire simplement avec des banques. Si vous avez des banques publiques, et nous proposons dans le front de gauche de reconstituer un pôle bancaire public. Si vous avez des banques publiques qui donc appliquent une politique publique du crédit, eh bien, vous pouvez leur demander, exactement comme le font tous les jours toutes les banques, d'octroyer tel type de crédit, d'avance, etc. Et donc de participer à la création monétaire pour financer des collectivités publiques ou des associations, toutes sortes de politiques prioritaires. Donc déjà, et ceci en fait en réalité, en restant même dans le cadre quasiment de l'application des traités, vous pouvez avoir des politiques publiques du crédit indépendantes à travers l'utilisation de banques publiques. Première marge de manœuvre que l'on peut avoir dans le cadre même de l'application des traités. Bon, aujourd'hui, par exemple, Sarkozy ne se gêne pas pour mettre en place des systèmes de prêt à taux zéro, y compris pour les plus riches, pour des investissements immobiliers. Pourtant, on est dans l'euro, mais ça, c'est une politique de crédit sélective. Donc on a des marges de manœuvre. Il suffit d'avoir des banques publiques et donc qui, elles, décident de pratiquer des politiques publiques de crédit. Mais on peut aller au-delà, au niveau de la banque centrale, en lui donnant de manière unilatérale la possibilité de concourir directement au financement des biens publics. Alors c'est là, évidemment, qu'est le point le plus délicat. Bien sûr, aujourd'hui, c'est interdit par les traités, puisque les banques centrales sont indépendantes, ne doivent pas concourir au financement des déficits, et c'est la Banque centrale européenne de Francfort qui donne les instructions et qui contrôle l'application des politiques par les banques centrales nationales. Oui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce sont toujours les banques centrales nationales qui réalisent la création monétaire, qui réalisent le refinancement des banques sur le marché monétaire, qui contrôlent tous les circuits de paiement et de financement. Ce n'est pas la Banque centrale de Francfort. La Banque centrale européenne de Francfort, elle définit les politiques, elle donne les instructions que les banques centrales nationales sont obligées juridiquement de suivre, mais ce sont les banques centrales nationales qui créent la monnaie et qui assurent les opérations financières. Ce sont même les banques centrales nationales qui ont la charge de la création même de la monnaie papier, des billets, des pièces de banque. Ça veut dire que si une banque centrale est réformée par un État qui prend toutes les dispositions constitutionnelles et légales nécessaires pour que ça se fasse dans un cadre légal au plan national, décide qu'en contravention avec les traités européens, il décide de redonner tel ou tel pouvoir, tel devoir d'intervention à sa banque centrale, elle peut techniquement le faire. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne pourra toujours dire la Banque de France a décidé un concours direct à l'État, c'est illégal au niveau européen. Oui, elle pourra le dire, ce sera vrai.
Mais ça pourrait être légal au niveau français si dans la Constitution on a bien rétabli la supériorité du droit français sur le droit européen et qu'on a une nouvelle loi avec un nouveau statut de la Banque de France qui donne, dans des limites raisonnables, la possibilité à la Banque de France d'intervenir directement et de souscrire directement à des titres de dette publique. Et donc techniquement, la Banque de France peut le faire. Donc elle peut, sans sortir de l'euro et en restant dans ce cadre-là, eh bien faire ses concours directs. Il n'y a aucun obstacle technique pour le faire. Et il n'y a pas non plus d'obstacle juridique, puisque les traités, y compris le traité de Maastricht sur l'union monétaire, prévoient des tas de conditions pour rentrer. Vous vous souvenez des fameux critères de convergence, etc. Mais il n'y a aucune condition pour rester. C'est-à-dire qu'il n'y a nulle part dans les traités quelque chose qui dit, alors si un État, une fois qu'il est rentré, ne respecte plus telle ou telle disposition des traités, alors on peut le renvoyer ou le sanctionner. Il n'y a qu'une seule exception, c'est le pacte de stabilité qui prévoit des sanctions financières en cas de déficit excessif. Il y a eu plein de déficits excessifs, même ça n'a jamais été appliqué. Mais c'est tout ce qu'il y a. Donc un pays qui déciderait de rétablir des contrôles de mouvements de capitaux, qui réformerait sa banque centrale, etc., ne s'expose à aucune espèce de moyen de rétorsion juridique de la part des autres États qui sont obligés de faire avec. Alors évidemment, du coup, il y a un obstacle politique. C'est que ce faisant, un État qui le fait, eh bien, déclenche une crise politique en Europe. C'est un coup de force. Vous désobéissez au traité, mais en restant dedans. Donc c'est une politique subversive, dont je pense justement que c'est la politique la plus efficace, parce qu'aujourd'hui, face au blocage de l'Europe, il n'y a apparemment, on ne nous présente que deux attitudes possibles. Soit c'est la soumission, alors dans les deux variantes, il y a la soumission variante droite néolibérale qui est contente, parce qu'ils sont contents à travers cette soumission de pouvoir soumettre les peuples à la panoplie complète des politiques néolibérales. Ensuite, il y a la soumission version socialiste et social-démocrate. On n'est pas content de l'orientation de l'Union européenne, mais on se soumet parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et le seul moyen pour changer, c'est de négocier avec nos partenaires un nouveau traité. Et donc le Parti socialiste et les sociaux-démocrates en Europe, qui ne sont pas contents du fonctionnement de l'Union monétaire, ils espèrent par la négociation obtenir un nouveau statut de la Banque centrale européenne. Bonne chance, on voit bien que si vous y alliez comme ça avec Merkel et que vous espérez obtenir une renégociation sur la Banque centrale européenne, il n'y en aura jamais. Donc la réalité, c'est la soumission, parce que vous n'avancez que dans le consensus et dans le dialogue. Et donc dans ces deux impasses, au-delà de ces deux impasses, eh bien, la troisième solution qui paraît s'imposer, à l'état d'esprit malheureusement, c'est le repli nationaliste. Puisqu'on a le choix entre une soumission de droite et une soumission de gauche à la même Union européenne ultra-libérale, eh bien le mieux c'est de sortir, parce que plutôt que de se soumettre à des politiques inacceptables, eh bien il vaut mieux sortir, même si ça présente des inconvénients, et rester chez soi, entre soi, et ça c'est la logique nationaliste du Front National. Eh bien nous disons, il y a une quatrième voie. Voilà. Et ce que j'explique dans le livre, justement, c'est cette quatrième voie. On peut faire autrement. On peut, en restant dedans, en restant dans cette logique de coopération, cette logique internationaliste, on peut mener l'autre politique, qui est le seul moyen d'avoir une chance de refonder l'Europe, c'est une politique subversive à l'intérieur. Si vous avez un État qui mène cette politique, qui désobéit, il montre quoi? Il montre que tout en restant dans l'Union européenne, tout en restant dans l'euro, on peut mener d'autres politiques, ce qui, en une seconde, détruit le discours qu'on nous tient depuis 20 ans, qui est qu'à cause de l'Europe, à cause de la mondialisation, on ne peut pas mener d'autres politiques. Si vous avez un État qui le fait en restant dans ce cadre-là, eh bien ça apporte la démonstration que ce dont souffrent les États et les peuples en Europe, c'est pas tellement de l'Union européenne en elle-même, ce dont ils souffrent, c'est de leur gouvernement. C'est des politiques qui sont menées par leur gouvernement. Et donc qu'ils changent leur gouvernement, qu'ils dégagent leur gouvernement, et qu'ils amènent des gouvernements qui font cette même politique de création monétaire pour les biens publics, de mise au pas de la finance et de la spéculation, de relance de l'activité et de l'emploi. Voilà le message qui sera envoyé.